К утру, в субботу, с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности мне докладывают: президент Путин хочет связаться, пожалуйста. Договорились в 9:30, что мы... Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрашиваю, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной раз сказал, что это бесполезно. Я говорю, хорошо, подожди. В 11 часов надо же было эти телефоны найти. Говорю, как с ним связаться? Дай телефон. Он говорит, скорее всего, ФСБ есть телефон. Мы уточнили, установили к середине дня целых 3 канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. Путин меня предупреждал, не возьмет трубку, он мгновенно снял трубку. Взял трубку, разговор, эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальная лексика. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководили штурмовыми отрядами и видели эти смерти. Я начал уточнять. Я говорю, ты что, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли? Александр Григорьевич, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь там и так далее, и так далее. И это оказалось правдой. Montage Baptiste Amos. Et vous savez que la réalité dépasse la fiction. On regarde tous un certain nombre de séries. Là, on est dans une série avec les personnages principaux, les personnages secondaires, et ça prend une tournure inouïe. Montage Baptiste Amos, et je le disais, donc, Vladimir Poutine voulait tuer tout le monde. Vladimir Poutine a appelé lui-même Prigojine qui n'a pas décroché son téléphone. Yevgeny Prigojine était euphorique après la prise de Rostov, et Loukachenko n'a pas un très bon carnet d'adresse puisqu'il n'a pas le numéro de Prigojine. C'est ce qu'on comprend aussi, la morale, enfin les enseignements de ce qu'on vient d'entendre. Mais alors, c'est tellement formidable que ça a le goût du vrai. C'est-à-dire que l'histoire, ça se passe réellement comme ça. Alors, je ne sais pas si ça s'est réellement passé comme ça, mais penser que tout est planifié, tout est organisé, tout est pensé. Que... Non, non. En réalité, on a affaire à des hommes qui font parfois n'importe quoi. Et ce qui est amusant dans ce que dit Loukachenko, c'est quand il dit il était euphorique. En gros, ça veut dire que l'autre était totalement bourré. Voilà, totalement bourré. Depuis des heures et des heures, il avait dû se torcher à la vodka et c'est ce qu'il vient de nous dire. Il était euphorique, incroyablement euphorique. Qu'est-ce que ça veut dire en bon biélorusse? Ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, l'autre, on voit son successeur, une espèce de brute néo-nazi, et Prigojine, un gars qui, s'est torché à la vodka, et l'autre, qui est un malin, Loukachenko, c'est un malin, n'oublions pas. Le gars a réussi à franchir des obstacles et à se maintenir au pouvoir dans des conditions parfois... extrêmement compliqué, et alors évidemment il tire la couverture à lui en disant regardez, moi je suis un mec bien, je suis pour la paix des ménages et tout ça, mais bon, mais c'est franchement, quand on connaît l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire, tout ça, ça semble, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas vraisemblable dans son humanité. Vera, vous êtes la locale de l'État, donc cette culture russe, cette façon de faire, vous la connaissez bien. Est-ce que tout ça vous semble vraisemblable? Bon, il y a quelques éléments qui sont vrais dans tout ce qu'il dit. Quelques. Peut-être 10%. Voilà. Après, le reste... 10%? 10%. Pas beaucoup. Ouais.
Après, le reste, ça me paraît voilà, un habillage qu'il a dû inventer pour présenter les choses, pour qu'elles soient présentables. Parce qu'il y a déjà les éléments qui nous permettent de dire comment les choses se passaient entre Poutine et Prigojine le vendredi soir, pendant le 24 juin, pendant samedi. Donc on sait qu'il y avait minimum 4 personnes qui participaient du côté de Kremlin dans les négociations. C'est les journalistes de Meduza, le média russe indépendant, qui ont pu, avec les sources, ils ont des sources au Kremlin, le savoir. Donc c'était Patrushev, c'était le chef de service, c'était le chef de conseil de sécurité de la Russie. C'était Ivan Vaino, c'est un chef de l'administration présidentielle. Et c'était Boris Gryzlov. Et ici, je crois que c'est très sûr qu'il était là, parce que Boris Gryzlov est l'ambassadeur de la Russie en Biélorussie. Parce qu'on comprend, c'était avant la phase de négociation proprement dite, oui. Puisque, de fait, Prigojine venait de diffuser sa vidéo à Rostov, où il était en compagnie avec des 2 généraux russes. Oui, ça c'était le matin. Après, pendant la journée, il y avait une négociation où il y avait ces 3 personnes avec le gouverneur de Mais ce qu'il dit sur Poutine, Poutine voulait tuer tout le monde. Poutine voulait tirer dans le tas, dans le convoi, sur Prigojine, sur ses lieutenants, par exemple. Bon, c'est très difficile de se faire une idée, mais j'ai été un facteur de modération. Lukashenko, vous savez, quand il parle, d'un côté, il joue son rôle, mais souvent avec une manière, à mon avis, assez maladroite. Parce qu'il arrive en même temps à dire des bêtises qui peuvent en fait aller à l'encontre des objectifs que Poutine a. Par exemple, en quelques moments, dans ses discours, il dit qu'il n'y a pas de gagnants dans cette histoire, il n'y a pas de héros. En fait, il souligne que ni Poutine, ni Prigojine, il le met déjà en même plan, sur le même plan. Et finalement, il dit une chose pareille envers Poutine, un moment quand même assez compliqué dans l'histoire russe. Je rappelle que ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas des tanks qui étaient à Moscou ou près de Moscou. Donc c'était un coup très fort contre Poutine. Et Lukashenko, ici, on voit qu'il est comme il est. Voilà. Vous savez, les Biélorusses, ici, il ne le prend pas toujours au sérieux. Parce qu'il a souvent disait pas mal des blagues quand il fallait dire des choses sérieuses et à l'envers. C'est vrai qu'on s'est interrogé sur l'indécision de Vladimir Poutine dans ces moments-là. On s'est interrogé sur la façon dont il avait laissé celui qui l'a nourri. C'est Poutine qui a nourri Prigojine. C'est Poutine qui a fait Prigojine. On s'est interrogé sur sa passivité face à la contestation croissante de Prigojine, face à la colère croissante de Prigojine. Et là, ce serait une manière de dire « Non, non, avec Poutine, on a affaire à un homme ferme. La verticale du pouvoir n'a pas flanché. » Pierre. Oui, juste 2 mots, parce que je pense que Vera et Jean-Dominique Merchet ont mis le doigt sur 2 points très importants qui nous aident à éclairer tout ce désordre, pour ne pas utiliser un terme. D'abord, je rejoins Vera. S'il y a 10% de vrai dans ce qu'a dit Loukachenko, c'est le maximum. Et dans ces 10% de vrai, il y a le fait que Prigojine a certainement ponctué toutes ses phrases de mots grossiers, etc. Ça, c'est certainement vrai dans les 10%. Après, Vera, là aussi, a raison. Loukachenko, regardez la façon dont il reconstruit les rôles. C'est-à-dire que celui qui va prendre des mauvaises décisions et qui est en quelque sorte en position de repli, de confusion, c'est Poutine. Il faut se souvenir que Loukachenko, qui a été élu bien avant Poutine, a pendant longtemps considéré que Poutine était un petit bonhomme et le regardait très haut. En plus, en termes de taille, ils peuvent le faire parce que Loukachenko est très grand, Poutine n'est pas grand. Et là, il essaye à cette occasion-là de rétablir cette espèce de rôle, etc. Donc là, je vous suis complètement. Jean-Dominique dit quelque chose de très important, c'est que l'histoire, et nous sommes tous les deux, je pense que tout le monde est passionné d'histoire, l'histoire, c'est pas que des trucs écrits dans les bouquins, c'est des histoires d'hommes, de femmes, des choses très très simples. Je vous donne juste un élément. Vous avez montré le portrait d'Outkin, Dimitri Outkin. On voit 2 taches un peu sombres, celui qui est torse nu, là, sympathique personnage. Ces 2 taches-là, ce sont 2 insignes SS. Il s'est fait tatouer sur le corps des insignes SS. Donc, effectivement, comme pour les Russes, le combat contre les néo-nazis ukrainiens, lui, c'est un champion. Mais Outkin, un des lieutenants, pardon, je précise pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, un des lieutenants de Prigojine, dont certains disent aujourd'hui c'est notre chef. Voilà. Et alors, lui, à mon avis, il ne va pas faire long feu, mais à l'origine, c'est un ancien officier du GRU, les services de renseignement russes, qui effectivement est le fondateur militaire financé par Prigojine de Wagner. C'est le chef militaire historique de Wagner, financé par Prigojine, homme d'affaires. Et pourquoi je parle du GRU ? Parce que dans tous les intermédiaires qui sont rentrés en ligne pour essayer d'éviter le télescopage et l'arrivée sur Moscou,
C'est pas Loukachenko, c'est les personnages dont Vera a parlé, c'est Dioumin, le gouverneur de Toula, et ce sont des agents du GRU. Pourquoi? Ça rejoint ce que dit Jean-Dominique. Si vous voulez, ces histoires, c'est des histoires d'hommes qui se connaissent depuis longtemps, qui ont fait des trafics ensemble, ou qui ont servi ensemble. Et donc, ils se connaissent, eux, ils ont les portables des uns des autres, des chefs de colonne de Wagner qui montent, des gars du GRU ont servi. Je parle de Christophe, qui a un passé militaire. Alors, je n'ai pas aucune comparaison, bien sûr, mais je veux dire, Christophe, vous avez des contacts partout, dans l'armée encore d'active, dans la réserve, dans des gens qui sont en deuxième section. On ne passe pas 30 ans, 40 ans dans l'armée sans avoir des contacts partout, ce qui est le cas de Doudkine et des autres. Et donc ce sont des histoires d'hommes. Donc vous avez le GRU, des hommes du GRU, soit spontanément, soit sur commande des uns et des autres, qui ont appelé. C'est-à-dire, en fait, pendant les heures de cette montée sur Moscou, vous avez eu toute une agitation russe, et in fine, on a sorti Loukachenko du chapeau pour habiller tout ce désordre, tous ces contacts informels. Voilà, c'est comme ça que l'histoire se fait. Alors, le regard de l'expert en renseignement, vous avez dirigé le renseignement militaire, Christophe, et de l'expert aussi quand même en action secrète, puisque vous avez été le patron des forces spéciales. Alors oui, je rejoins ce que dit Vera, c'est-à-dire que dans ce que dit Loukachenko, peu de choses est vrai. Pour moi, Vladimir Poutine est au courant de ce que va faire Prigojine. Il est au courant, mais est-ce que c'est pas l'occasion pour lui de laisser faire? Il est au courant du coup de force que va tenter Prigojine. Oui, je ne crois pas un instant qu'il soit surpris. C'est-à-dire que depuis le début, comment peut-il se débarrasser d'un Prigojine, en fait, qui de plus en plus monte en pression contre son ministre de la Défense et contre son chef d'état-major des armées. Il sait que il va monter il va tenter son coup de force. Son coup de force, en fait, il cherche à faire en sorte qu'un certain nombre de son environnement fasse défection. Et finalement, il le laisse faire. Et en fait, aujourd'hui, Prigojine apparaît comme le perdant, qui part en Biélorussie très bien, mais il apparaît comme celui qui a voulu mettre la main ou mettre la pression sur le tsar. Et finalement, c'est pas ce qui se passe. Il est le perdant. Et Loukachenko il est le perdant, mais Poutine apparaît aussi considérablement affaibli. Oui. Son autorité est affaiblie. L'État russe semble affaibli. Elle était déjà, puisque sur ce plateau, plusieurs fois, on disait mais que fait Poutine face à Prigojine? Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Oui, mais là, il ne peut pas faire autrement. Il y a le quartier général de l'armée russe pour la guerre en Ukraine qui a été pris par Prigojine. Il y a une colonne de véhicules militaires qui est montée sur Moscou pendant plusieurs heures. Rien ne se passe. Qui abat des aéronefs russes, hélicoptères et avions, et qui soudain fait demi-tour. C'est ça qui Poutine est quand même, il ressort très affaibli. Oui, ça peut être une vision, mais pour moi, aujourd'hui, il reste le tsar. Je ne crois pas un instant qu'il soit si déstabilisé que ça, au moins en interne. Loukachenko cherche à récupérer les fruits de quelque chose qui n'est pas du tout passé comme ça. Lui, il joue l'habillage, et il joue l'habillage à la demande de Poutine. Alors qu'il raconte le fait que... À la demande de Poutine, pour vous. À la demande de Poutine. Quand il explique ce qu'il vient d'expliquer, quand il dévoile cette coulisse, c'est à la demande de Poutine. C'est à la demande de Poutine. Un dernier mot, Vera, puis on avance. C'est effectivement, il y a des sources qui disent que Poutine était informé minimum 24 heures avant, et peut-être pendant une semaine, ils étaient au courant que Prigojine préparait quelque chose. Mais à mon avis, quand même, il n'a pas cru qu'il avait assez de courage pour faire ce coup. Parce que quand même malgré le fait qu'il s'est arrêté près de Moscou, il a passé 800 km, ils ont abattu 8 hélicoptères, il y a 12 pilotes professionnels russes morts. Il y avait l'autoroute qui menait vers Moscou qui était bombardée, il y a les cratères là-bas. Donc une image comme ça, que maintenant les Russes ont du pouvoir, qui ne contrôlent pas du tout ce qui se passe, qui laissent se passer des choses pareilles. Ça veut dire que dans toutes ces régions que Wagner a traversées, les forces de sécurité n'ont pas réagi. Ni la police, ni Rosguardia, ni FSB, ni l'armée. Et tout ça, c'est soi-disant Poutine a laissé faire. Je ne crois pas, c'est un coup très très fort. Je ne crois pas que c'était, je dirais, autorisé par Poutine. C'est trop humiliant et c'est trop déstabilisant. Il y avait déjà les réactions au sein de la société russe. Par la population et surtout par les élites. Vous avez vu les avions partir, les jets des oligarques, les jets même des fonctionnaires haut placés partir de Moscou. Donc c'est quelque chose sans précédent depuis 30 ans en Russie.